Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous présenter la province de Terre-Neuve et Labrador. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentine et je suis responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office de tourisme du Canada. Terre-Neuve et Labrador a un côté mystérieux qui attire dans ses filets de nombreux curieux. Alors sans plus attendre, préparez-vous au décollage. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 dollars canadiens seulement, donc environ 5 euros, et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites de prestataires qui demandent l'AVE à votre place, mais à des tarifs exorbitants. Alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes, donc environ 15% supplémentaires, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires aussi. La province de Terre-Neuve et Labrador est la plus à l'est du Canada, ce qui lui vaut aussi de voir chaque jour les premiers rayons de soleil au pays. C'est une grande province puisqu'elle fait un peu plus que la taille de l'Allemagne et des Pays-Bas réunis. Sur ces 470 000 habitants, 40% se concentrent à la capitale provinciale et les franco-terneviens forment une très petite minorité. Ils sont regroupés dans 3 principales régions qui sont la péninsule de Port-au-Port, la capitale et Labrador City. Je vous invite aussi à consulter le site internet Corridor Canada pour découvrir le Canada en français. Pour vous rendre à Terre-Neuve et Labrador depuis la France, la porte d'entrée et le plus grand aéroport de la province est St. John's et le code c'est YYT. Logiquement, la correspondance se fait le plus à l'est possible, donc à Montréal, code YUL, après 7h30 de vol pour une liaison de 2h20 supplémentaires. Le voyage total prend environ 12 heures, mais le décalage horaire ne fait que 4h30 car nous sommes au point le plus à l'est du Canada. De nombreuses compagnies transatlantiques sont disponibles, comme par exemple Air Canada, Air France ou encore Air Transat. Quant au meilleur moment pour visiter la province, c'est à vous d'en décider selon les points d'intérêt de vos clients. Le calendrier ici vous donne déjà quelques bonnes raisons. Au printemps, d'avril à juillet pour voir les icebergs, en été de juin à août pour les baleines et les oiseaux. La plupart des lieux et des opérateurs touristiques ainsi que les hébergements sont en service de la fin mai à la mi-octobre, donc nous ne parlerons pas de l'hiver à Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador fait partie des provinces maritimes comme on les appelle car elle est bordée à l'est par l'océan Atlantique et à l'ouest par le golfe du Saint-Laurent. Elle est composée d'une partie continentale accolée à la province du Québec, c'est le Labrador, surnommé la Grande Étendue du fait de son immensité encore très sauvage. Et il y a aussi une île, Terre-Neuve, surnommée le Rocher de par sa géologie. Terre-Neuve compte 4 régions touristiques, donc nous avons l'ouest, le centre, l'est et l'Avalon. Nous allons commencer par l'Avalon, où se situe la capitale provinciale St. John's, et ensuite remonter l'est, le centre, l'ouest, et faire une incursion au Labrador. La péninsule d'Avalon pour commencer. C'est le point le plus à l'est de l'Amérique du Nord où vous serez les premiers à voir le soleil se lever le matin. Nous arrivons par la capitale St. John's, puis ferons la boucle dans le sens des aiguilles d'une montre avant de poursuivre vers l'ouest. À votre arrivée à l'aéroport de St. John's, autant louer directement une voiture car un voyage dans cette province la nécessite. Du coup, vous n'êtes qu'à 15 minutes de route du centre-ville et pouvez profiter du cadre saisissant en arrivant dans le centre-ville. C'est une rencontre entre collines verdoyantes, lacs vivifiants et littoral dentelé exposé au vent et à la force de l'océan. Sinon, prenez les transports en commun opérés par Métrobus. La ligne 14 part du terminal et va jusqu'à St. John's. Les différents points d'intérêt de St. John sont sur cette carte et nous allons les découvrir ensemble. St. John's est la capitale et la plus grande ville de la province où vit près de 40% de la population. La ville aurait été baptisée d'après le Saint Jean-Baptiste car l'explorateur italien John Cabot a découvert ce port un 24 juin en 1497, c'est-à-dire le jour de la Saint-Jean-Baptiste. St. John's contraste avec des villes typiques nord-américaines. Ses rues sont
étroite et les maisons épousent le relief des collines. Jelly Bean Row est le quartier le plus coloré. Il foisonne de galeries d'art et de boutiques, notamment aux rues Duckworth et Water. Mais en soirée, c'est sur George Street qu'il faut venir. La rue est célèbre pour ses bars et ses pubs. Les autres visites incontournables de la ville incluent une balade sur le port. C'est une sorte de fjord naturel relié à la mer par un étroit chenal appelé The Narrows. Les anciens bâtiments qui servaient au commerce du poisson abritent maintenant boutiques, restaurants et hôtels. The Rooms est le musée provincial. Il abrite archives et galeries d'art. En bonus, vous y avez une vue imprenable sur le port depuis le café. Ensuite, passage obligé au lieu historique national de Signal Hill et à la Tour Cabot. La colline doit son nom au pavillon qu'on y hissait pour prévenir les gens de la ville de l'arrivée de navires. C'est aussi là que Marconi a capté le premier message transatlantique en 1901. Vous pouvez profiter de sentiers pédestres époustouflants qui serpentent la colline et voir des baleines, des oiseaux et encore des renards. Enfin, comme incrusté dans le roc qui forme Signal Hill, découvrez le Johnson Geocenter pour comprendre la formation de notre planète. Ce centre d'interprétation vous fera découvrir les particularités géologiques de la province, son exploitation pétrolière, son exploration spatiale et le naufrage du Titanic dans des expositions interactives. Je vous le recommande vivement. En parlant du Titanic, saviez-vous que le naufrage en 1912 s'est passé près des côtes de Terre-Neuve? Des expéditions scientifiques y ont encore lieu, dont certaines sont ouvertes au public sur 11 jours pour accompagner les chercheurs dans leurs travaux. Le départ se fait de St. John's en hélicoptère jusqu'à un bateau support de l'expédition, au-dessus de l'épave à 600 km au large. De là, c'est en sous-marin que vous partez contempler à 4000 mètres de profondeur. Autour de St. John's, dans les environs très proches, vous pourriez aussi randonner sur le réseau de sentiers Grand Concourse qui comporte plus de 120 km de circuit et passe par les principaux parcs, rivières et lacs, ainsi que l'ancienne voie ferrée. Visitez aussi le charmant village de Quidi où des artistes locaux travaillent sous vos yeux à la Quidi Village Plantation. On y trouve aussi microbrasserie et restaurants réputés. Vous pouvez aussi admirer la vue depuis le fort Amherst. Cet ancien village historique situé à l'entrée sud du port de St. John's offre un regard différent sur la ville et la colline de Signal Hill qui paraît ici imposante. Enfin, au petit matin, ne manquez pas le lever de soleil depuis Cape Spear, le plus ancien phare de l'île encore debout, qui est aussi le plus à l'est d'Amérique du Nord. Pour rencontrer les Terre-Neuviens ailleurs qu'au pub, vous pouvez soutenir l'équipe de basket Edge lors de ses matchs à domicile à St. John's. Et en été, l'événement incontournable qui donne même lieu à un jour férié, c'est la régate d'aviron Royal St. John's Regatta. C'est la plus ancienne manifestation sportive annuelle en Amérique du Nord pour les courses de bateaux depuis 1816. La régate attire chaque année jusqu'à 50 000 personnes sur les rives du lac Guinevere. C'est connu sous le nom de la plus grande garden party du monde, car il est autant question de socialisation que de sport amateur. Après quelques jours en ville, l'itinérance peut commencer. Au sud de St. John's, des ports de pêche pittoresques s'égrènent au fil de la route 10, appelée Irish Loop en l'honneur des nombreux ancêtres irlandais. À tout moment, vous pouvez éteindre le moteur pour randonner sur l'un des nombreux sentiers côtiers qui forment l'East Coast Trail. Sur la terre ferme ou à bord d'un bateau, attendez-vous à faire d'agréables rencontres et ne soyez pas surpris si les chaleureux habitants vous offrent une cup of tea. Les prochains arrêts sont à Witless Bay, au phare de Ferryland et à Mistaken Point. La Witless Bay Ecological Reserve est le point de ralliement le plus impressionnant de la province. À 40 minutes de la capitale St. John's, des milliers de baleines à bosse et de petits rorquals s'arrêtent ici pour se nourrir. Ce ballet aquatique rassemble 21 espèces différentes qui se donnent en spectacle entre mai et septembre. On y trouve notamment la plus grande concentration au monde d'humpback whales,
Pour les voir de plus près, faites un tour en bateau au départ de Bay Bulls, Witless Bay ou Mobile. La nourriture abondante attire également des millions d'oiseaux marins sur les 4 îles de la réserve. Le lieu est connu comme la capitale d'Amérique du Nord des oiseaux marins car plus de 350 espèces s'y retrouvent de mai à août. C'est notamment le fief des macaremoines de l'Atlantique, l'emblème de la province, qui est aussi surnommé perroquet de mer pour leur bec multicolore. Enfin, il faut mentionner le ballet des icebergs vieux de 10 000 ans qui dérive presque chaque année du printemps au début de l'été. 35 minutes plus au sud, rendez-vous au bout d'une longue péninsule qui s'avance dans la mer jusqu'au phare de Ferryland. L'endroit est connu pour ses pique-niques gourmands en observant la faune et les icebergs. Sur le chemin qui mène au phare, au Colony of Avalon Archaeology Dig Site and Interpretation Center, vous pourrez admirer les archéologues au travail, visiter un laboratoire de conservation, contempler des artefacts et découvrir une cuisine comme au XVIIe siècle. Après le pique-nique, faites une pause lecture avec l'auteur et poète local Michael Crummy, qui a été 2 fois finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Son livre Sweetland est une fiction sur les réinstallations dans les années 1950 à 1970. Ce phénomène concerne les insulaires isolés qui coûtent trop cher au gouvernement et ce livre parle donc de perte, appartenance, mémoire et persévérance et touchera quiconque qui a été forcé de partir sans le vouloir. Son autre livre traduit en français, Du ventre de la baleine, est un roman historique inattendu sur l'arrière-pays terneuvien avant la Première Guerre mondiale. Un peu plus d'1 heure au sud, Mistaken Point vous fera chavirer. Ces 17 km de falaises accidentées et soumises à une érosion naturelle font de sublimes randonnées depuis Mistaken Point Ecological Reserve. Vous pouvez y repérer plus de 50 épaves de navires qui se sont échoués sur le site pour l'avoir confondu avec une autre pointe, d'où le nom Mistaken Point, c'est-à-dire en français la fausse pointe. Ce site est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO car plus de 10 000 empreintes fossilifères y ont été trouvées. Ces fossiles illustrent un tournant critique dans les débuts de l'histoire de la vie sur Terre qui sont expliqués au Age of Avalon Interpretation Center. Continuons notre tour vers l'ouest pour explorer la route Cape Shore. En chemin, nous nous attarderons sur 2 sites remarquables, la réserve écologique de Cap St. Mary's et l'ancienne capitale de Terre-Neuve et Labrador, Placentia, à côté du terminal de ferry Argentia. En continuant notre circuit côtier, 1 heure à l'ouest, nous traversons le village de St. Mary's, situé au milieu d'un paysage magnifique de collines et de rivages. C'est à ne pas confondre avec Cap St. Mary's Ecological Reserve, encore 2 heures plus loin. À la réserve écologique de Cape St. Mary, vous pourrez vous laisser submerger par la clameur de plus de 60 000 oiseaux tournoyant à quelques mètres au-dessus de vos têtes. Pour une randonnée ou l'observation des oiseaux, vous serez servi. Des goélands, de petits pingouins, des fous de bassan et des grands cormorans à aigrettes nichent dans ce sanctuaire d'oiseaux spectaculaires, surtout au début de l'été car c'est leur période de reproduction. 1 heure au nord de la réserve, nous atteignons l'ancienne capitale française de Terre-Neuve, Placentia, Plaisance en français. Cette région était habitée dès 1658 et s'est développée autour de l'agriculture car la vallée est très fertile. La ville avait été fortifiée à la Vauban, d'où les vestiges de Castle Hill que vous voyez ici surplombant la ville. La visite du site historique national de Castle Hill permet de découvrir la vie quotidienne des habitants français qui y habitaient. Les sentiers de randonnée mènent comme autrefois aux vestiges du fort royal Castle Hill. En circulant à travers les terrassements et les murs de pierre qui entouraient les batteries d'artillerie, les visiteurs plongent vraiment dans l'histoire et profitent d'une superbe vue sur l'océan. À 10 minutes de Placentia, nous voici à Argentia. Il ne reste que de cette ancienne base navale américaine que quelques bunkers abandonnés.
Mais on y vient encore car il s'agit du terminal de ferry qui va jusqu'à North Sydney en Nouvelle-Écosse, sur l'île du Cap-Breton. Ça permet de combiner le séjour sur 2 provinces pour vos clients. La traversée est opérée l'été par Marine Atlantique et dure 16 heures et il y a 3 départs par semaine. C'est un voyage dans le voyage avec de superbes panoramas marins. Pendant que vous regardez les gens s'affairer au port, écoutez de la musique locale. Great Big Sea fait des performances polyphoniques et du rock énergique, de chants traditionnels irlandais, anglais ou encore français. Le groupe Hey Rosetta fait principalement de l'indie rock mais est assez versatile pour plaire au plus grand nombre. Harry Hibbs est l'une des icônes de Terre-Neuve avec plus de 26 albums, dont plusieurs classés or. Et Ron Haynes, en musique folk, s'est fait connaître pour Sonny's Dream, qui a été diffusé dans le monde entier. À ce stade, sachez qu'Argentia n'est qu'à 1h30 de route de Saint John si vos clients veulent rentrer. Mais ensemble, aventurons-nous vers le nord, dans la deuxième région touristique que nous avons vue tout à l'heure, la région Est. On y trouve des côtes sublimes et des baies protégées, des petits villages de pêche pleins de charme, des routes scéniques exceptionnelles et des sentiers de randonnée au cœur d'un habitat préservé où vivent de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, dont les macaremoines. Nous allons donc filer au nord, direction Trinity, puis la péninsule de Bonavista et la communauté d'Elliston. Sur la carte, vous aurez aussi remarqué encerclé en rouge le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous y reviendrons. À 2h30 au nord d'Argentia, nous entrons sur la péninsule de Bonavista, où vous pouvez fouler l'un des nombreux sentiers qui sillonnent son littoral accidenté. La star du réseau de sentiers est Skirwink Trail. Il figure au palmarès des plus beaux sentiers au Canada. C'est une boucle modérée de 5 km accessible depuis le joli village de Port Rexton. Quant au village de Trinity, aux airs de carte postale avec son phare et ses maisons historiques, il compte hébergement et restaurants champêtres, mais aussi galeries d'art et musées. C'était autrefois un important centre de pêche et de commerce. On y vient aujourd'hui pour faire une excursion en bateau à la recherche de baleines et d'icebergs. D'ailleurs, le premier film que je peux vous conseiller de regarder est Terre-Neuve, The Shipping News. Ce film, inspiré d'un roman d'Annie Proulx, est l'histoire d'une famille qui retourne sur la terre de ses ancêtres au bout du monde, à Terre-Neuve, pour s'y reconstruire. Le film a d'ailleurs été tourné dans la région de la baie Trinity. Sinon, découvrez aussi la mini-série télévisée Random Passage, qui s'inspire de 2 romans de l'auteure terneuvienne Bernice Morgan. C'est l'histoire d'une femme qui quitte l'Angleterre avec les colons pour s'installer au village de pêcheurs de Cape Random dans la province de Terre-Neuve et Labrador. À 50 minutes de Trinity, on arrive au bout de la péninsule, au cap de Bonavista. C'est ici que l'explorateur italien Giovanni Caboto, ou John Cabot, comme il est connu localement, a découvert l'Amérique du Nord en 1497. Il se serait aussitôt écrié "O Buona Vista", ce qui a baptisé le lieu Bonavista. Vous verrez donc une statue de John Cabot au cap de Bonavista. Vous pouvez aussi visiter le lieu historique provincial du phare de Bonavista, qui est l'un des plus vieux de la province et qui a été construit en 1843. C'est un endroit, un emplacement aussi privilégié pour voir les baleines, les icebergs et les macaremoines. Pour les amateurs de randonnée, un sentier de 3 km environ suit le littoral du phare à la ville de Bonavista. Vous pouvez découvrir le Bonavista Museum qui fait revivre le commerce du poisson salé ou encore la réplique du bateau de John Cabot, le Matthew, exposé à l'intérieur du Ye Matthew Legacy à Bonavista. Enfin, je veux vous parler du charmant village d'Elliston à 10 minutes de Bonavista. Le village est le pied-à-terre estival d'une colonie de macareux qui ont trouvé un rocher sûr pour se reproduire. Ici, les jumelles sont facultatives. En 5 minutes de marche depuis la plage, vous arrivez à The Neck, qui est un point de vue sur une zone de nidification des macareux.
Vous pouvez aussi revivre les épopées des chasseurs de phoques au musée John Crosby Stills Interpretation Center. Et vous pourrez découvrir une spécificité d'Elliston, qui est la capitale mondiale des caves à légumes. On y trouve une centaine de réfrigérateurs naturels qui servaient à entreposer les denrées à l'époque de l'agriculture de subsistance. Je l'ai mentionné tout à l'heure, alors même si nous n'irons pas jusque-là, sachez que la route qui descend plein sud, la péninsule de Burin, mène droit à Fortune, qui est une ville à 1h30 de bateau de la France. C'est en effet de là que part le traversier en direction de Saint-Pierre-et-Miquelon. D'ailleurs, notez que les véhicules ne peuvent pas faire la traversée. Pour ceux qui arriveraient de France au Canada, depuis Fortune, vous n'êtes qu'à 4 heures de route de St. John's. Passons maintenant à la troisième région, le centre. Terre d'aventure, le centre de Terre-Neuve est une vaste région de forêts denses et de côtes déchiquetées. Là encore, nous allons rester au nord de cette région touristique, près de la route transcanadienne, qui est la seule route qui traverse complètement cette province. Nous ferons escale au parc de Terranova, puis la ville de Gander, Twillingate et l'île Fogo. Depuis Elliston, le parc national Terranova n'est qu'à 2 heures de route. C'est le parc national le plus à l'est du Canada et il est constitué d'îles, d'étangs, de tourbières et de forêts. Vous pouvez y faire du kayak ou du bateau depuis les baies abritées jusqu'aux côtes à couper le souffle parmi les baleines et les oiseaux marins. Vous pouvez aussi randonner dans des forêts denses et des côtes tranquilles le long des 11 magnifiques sentiers. Le soir venu, vous pouvez rester dormir car il y a des hébergements pour tous les types d'aventuriers. Ça vous donnera tout le temps d'observer la voûte céleste puisque le parc a été désigné réserve de ciel étoilé. Aussi, une visite au parc sera peut-être l'occasion d'apercevoir un lynx, un castor, un aigle ou encore un orignal, puisqu'environ 125 000 vagabondent librement dans cette province, notamment aux abords des zones boisées. En reprenant la route vers l'ouest, vous traverserez 1 heure plus tard la ville de Gander, qui peut être un point d'arrivée en avion puisqu'elle dispose d'un aéroport international. Cette ville de 9 000 habitants compte un musée fascinant, le North Atlantic Aviation Museum. Il retrace son histoire de l'aviation depuis le premier aéroport de Terre-Neuve. Cet aéroport international possédait autrefois la plus longue piste du monde et constituait un poste stratégique de la force aérienne royale durant la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi la principale escale de ravitaillement entre l'Amérique du Nord et l'Europe, puisqu'elle était au milieu du siècle dernier. Il était alors connu sous le nom de Crossroads of the World, c'est-à-dire carrefour des mondes. Aujourd'hui, il accueille les voyageurs en cas de mauvais temps ou encore d'urgence. D'ailleurs, le 11 septembre 2001, à la suite des attaques terroristes contre le World Trade Center, l'aéroport international de Gander a accueilli 38 vols civils et 4 vols militaires qui auraient dû arriver aux États-Unis, comme l'espace aérien américain avait été fermé. La ville a alors presque doublé en population quand 6 500 passagers ont débarqué. Et dans cette petite ville, du bout du monde, toutes les communautés environnantes se sont portées volontaires pour héberger, nourrir et même divertir les passagers et membres d'équipage pendant près d'une semaine. Cette visite a donné lieu à des moments uniques et des liens d'amitié se sont tissés entre les étrangers et les Terre-Neuviens, reconnus pour leur hospitalité. Cet événement improbable a inspiré la comédie musicale Come From Away, qui est acclamée par la critique et s'est retrouvée sur Broadway en 2017 avant de faire le tour du monde. Je vous le recommande vivement. À 1h30 au nord de Gander, Twillingate incarne tout ce qui fait la renommée des ports de Terre-Neuve et Labrador. Un littoral incroyablement accidenté, des rues historiques pittoresques et des routes de campagne luxuriantes. La région fourmille de charmantes auberges, de bonnes tables, de galeries d'art et de musées, de boutiques aussi d'artisanat et également d'événements culturels. En saison estivale, il y a des spectacles de musique et de théâtre presque tous les soirs, sans compter toutes les occasions de ne faire
qu'un avec la nature qui est juste omniprésente. Les Français ont fréquenté l'endroit pour la pêche et le bois durant l'été au début du XVIIe siècle et l'ont baptisé Toulinguet à cause de sa ressemblance à des îles du même nom au large de Brest en France. Ce terme vient donc du breton Toulinged, qui signifie des roches percées à la pointe de la terre. Depuis le phare de Long Point sur un haut bluff à proximité de Crowhead, vous aurez une vue imprenable sur les alentours et pour chercher dans les eaux au large de la côte des baleines, des dauphins, des phoques du Groenland, des oiseaux de mer et, si c'est la saison, des icebergs. Entre avril et juin, voire jusqu'à août, les icebergs dérivent le long de la célèbre iceberg alley de Tollingate. Ils sont vieux de 10 000 ans, mais poussés par le vent et les courants le long de la côte depuis le Groenland jusqu'au Gulf Stream de l'océan Atlantique, ça crée l'une des eaux les plus riches en nutriments et l'un des habitats marins les plus riches du monde pour les baleines et les oiseaux de mer. Ces géants glaciers sont de toutes les formes et de toutes les tailles et peuvent chavirer ou encore se briser à tout moment. Les meilleures façons d'observer les icebergs sont des excursions en bateau ou en canoë-kayak, même si on peut les voir depuis la Terre. À 55 minutes de route de Tollingate, Farewell Harbour vous permet de prendre traversier jusqu'à Fogo Island en 45 minutes. L'île Fogo est la plus grande île du territoire de Terre-Neuve, du littoral de Terre-Neuve et Labrador avec ses 25 km par 14. Elle abrite 11 communautés, chacune possédant un caractère unique et des sentiers de randonnée. Je vous recommande de visiter Talting, tout au bout de l'île, qui a conservé son architecture traditionnelle irlandaise. La communauté établie au XVIIIe siècle est un lieu historique national du Canada. Il y a 20 ans, cette île était en train de perdre tous ses habitants qui se relogeaient dans des bassins d'emploi plus importants. C'était sans compter la fidélité d'une fille du pays qui se nomme Zita Cobb. Après avoir fait fortune dans les domaines de la fibre optique, elle a mis sur pied une fondation caritative en 2004 avec 2 de ses frères et a investi des millions pour revitaliser son milieu rural et valoriser les traditions et les savoirs locaux. Son plus grand coup d'éclat est la création d'un hôtel contemporain ancré dans une nature indomptée et c'est le Fogo Island Inn. Cet établissement de luxe de 29 chambres perché sur pilotis est complètement tourné sur l'Atlantique. Son modernisme contraste autant qu'il s'intègre dans cet environnement. Il fait cohabiter art actuel avec histoire de pêche à la morue et courte pointe faites à la main par des artisanes du coin. Vous y trouverez des studios pour des résidences littéraires ou artistiques, une galerie d'art contemporain ainsi qu'un restaurant primé. Surtout, ce projet socio-économique soutient les communautés insulaires en y réinvestissant 100% de ses profits. Bref, ce projet, Fogo, s'est propulsé au rang de destination touristique mondiale. Alors, je vous recommande vivement d'y aller y bouquiner dans le salon de thé ou encore de boire un verre avec une vue panoramique sur l'océan dans ce cadre juste hors du commun. En parlant de boire et manger, il est temps d'évoquer les bons petits plats de Terre-Neuve et Labrador. Pour commencer la journée, on vous préparera des toutons. Ce sont des pancakes croisés avec un donut. La pâte levée est cuite à la poêle jusqu'à ce qu'elle soit dorée et elle est ensuite servie avec du sirop de maïs. Au repas, les produits de la mer, morue mais pas que, sont très prisés, poêlés, grillés ou encore à la casserole. Ce sont les vedettes de la province. Un des plats typiques est le fish and bread. Dans le passé, les pêcheurs salaient la morue pour que le poisson soit conservé et qu'il puisse être consommé durant les longs voyages en mer. Chaque communauté a sa propre version de la recette, mais les ingrédients de base demeurent toujours les mêmes, de la morue salée et du pain dur appelé tac. En dessert, pour les gourmands, profitez des baies sauvages qui poussent en abondance dans la région. Bleuets, plaquebières et autres délices s'épanouissent dans le climat et le sol de Terre-Neuve et Labrador. Nous arrivons maintenant dans la 4e
et dernière région de l'île de Terre-Neuve, l'Ouest. La région Ouest est une région de démesure aux paysages grandioses. On y trouve les monts Long Range, des fjords creusés par des glaciers, des milliers de kilomètres de côtes, un héritage français et une faune et une flore caractéristiques. Nous allons suivre l'unique route transcanadienne jusqu'à Deer Lake, puis remonter au nord vers Gros Morne, Port-au-Choix, Sainte-Barbe, L'Anse-aux-Meadows et le village de Conches. Voyez aussi Port-au-Basque au sud de cette région ouest dans la péninsule de Port-au-Port. C'est le berceau de la francophonie française. Depuis Fogo, nous avons donc repris la route pleine ouest pendant 3h30 pour arriver à Deer Lake, un carrefour pour visiter soit le sud de cette région ouest, soit le nord. Il est d'ailleurs possible d'arriver en avion à Deer Lake. Le code de l'aéroport, c'est YDF, puisque la ville, et oui, dispose du deuxième plus grand aéroport de la province, souvent utilisé comme porte d'accès au parc national du Gros Morne. Pour découvrir le berceau de la francophonie terre-neuvienne, il faudrait mettre le cap au sud, direction la péninsule de Port-au-Port, à 2h15 donc de Deer Lake. C'est la seule région de la province où la population née à Terre-Neuve est de descendance acadienne ou française depuis plusieurs générations. Certaines familles acadiennes s'étaient installées le long de la baie Saint-Georges après la déportation de 1755. Ce littoral a aussi été occupé par des établissements de pêche, également fréquentés au printemps par des pêcheurs de Saint-Pierre et Miquelon. On y entend encore aujourd'hui beaucoup de noms d'origine française. Une autre raison de descendre tout au sud pourrait être de découvrir Port-au-Basque, à 2h45 donc de Deer Lake. Cet ancien poste de pêche pour les Portugais, puis les Basques et les Français au XVIe siècle, dispose d'un musée très intéressant et c'est le Railway Heritage Museum. Il commémore le premier train de voyageurs à traverser l'île, de Port-au-Basque à Saint John's, avec des répliques d'un convoi et de la gare originale de 1898. Et puis surtout, la petite communauté accueille le terminal du traversier de marine atlantique. C'est donc une deuxième occasion pour vos clients de combiner leur visite à Terre-Neuve avec la province de Nouvelle-Écosse. Le ferry part de Channel Port-au-Basque et se rend à North Sydney sur l'île du Cap-Breton. La traversée dure 7 heures et elle est opérée toute l'année avec 2 départs par jour. Si vous n'allez ni à Port-au-Port et ni à Port-au-Basque, la probabilité est forte que vous souhaitiez découvrir le fameux parc national du Gros Morne. À moins de 30 minutes de Deer Lake, le parc national du Gros Morne est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa richesse géologique et la diversité de sa faune et de ses paysages. Il comporte le deuxième plus haut sommet de l'île et c'est là que les géologues ont découvert des preuves de la théorie sur la dérive des continents. Ce parc est vaste, grandiose et démesuré et il offre aussi des aventures dans un cadre extraordinaire pour les amateurs de plein air avec 100 km de sentiers. Vous y verrez peut-être des caribous en migration, des plantes alpines de l'Arctique, des fossiles et d'autres merveilles naturelles. La principale attraction du parc national du Gros Morne est l'excursion en bateau sur l'étang Western Brook. C'est un fjord d'eau douce sculpté par un glacier dont les flancs s'élèvent à plus de 600 mètres de hauteur. On y accède par un sentier de promenade de 45 minutes juste après Selly's Cove. Voici d'autres vues que l'on peut avoir depuis ce parc de Gros Morne. Randonnée sur les Tablelands pour vous targuer d'avoir foulé le manteau terrestre. Les Tablelands sont une formation rocheuse que l'on ne repère généralement que dans les profondeurs de la Terre, mais les forces tectoniques l'ont ici poussé à la surface. Côtoyez aussi la côte sublime et ses rochers archaïques sur le sentier Green Gardens. Pagayez au couchant pour assister à un spectacle inoubliable. Imprégnez-vous de la vibrante vie culturelle unique au parc national du Gros Morne lors d'une balade dans le charmant village de Woody Point. Car contrairement à la plupart des parcs nationaux, le parc de Gros Morne abrite des communautés qui fournissent
services et hébergements, ainsi qu'une vie artistique animée avec de nombreux festivals annuels de théâtre, d'écriture ou encore de musique. En remontant vers le nord de cette région, à l'ouest de Terre-Neuve, les paysages se font dénuder vers le détroit de Belle-Île, entre mer et montagne. Un peu plus d'une heure au nord, faisons un premier arrêt à Port-au-Choix. Le nom de la baie, Ingornochoa Bay, dans laquelle se trouve la communauté, indique le passage des Basques dans cette région, tout comme le nom. Port-au-Choix, une déformation du mot basque Porto-Choix, qui signifie petit port. Les pêcheurs français ont beaucoup fréquenté la région, en particulier lors de l'installation de grandes homarderies. Le French Room Cultural Center dédie son exposition bilingue à ces pêcheurs. Le village accueille aussi le lieu historique national du Port-au-Choix, qui est le plus important site d'occupation par les Indiens de tradition archaïque maritime en Amérique du Nord. Apprenez-en plus sur ce peuple autochtone et les landes calcaires grâce à un audioguide en français. 3 heures au nord, tout au bout de la pointe de cette région ouest, poussent des plantes arctiques rares dans la réserve écologique de Burnt Cape. La région entre Saint-Anthony-Quirpon est aussi particulièrement propice à l'observation de 15 espèces de baleines et des icebergs. Et puis, il s'y trouve le village viking de Lens-aux-Meadows. C'est un des sites archéologiques les plus importants au monde. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site viking est le premier établissement européen fondé au Nouveau Monde il y a 1000 ans, soit bien avant l'arrivée de colons, Cabot et Courtreill. L'expérience est des plus immersives, reconstitutions historiques avec interprètes costumés, contes folkloriques, jeux d'évasion au cœur du Vinland, de quoi vous prendre pour un viking. Enfin, si vous n'avez pas été dans le berceau de la francophonie terneuvienne, au sud de cette région ouest, vous pouvez visiter la poignée de communautés situées le long de la côte est de la péninsule. C'était autrefois des stations de pêche d'été françaises appartenant à l'ancien French Shore. Les petits villages pittoresques de Croc et Conches valent le détour pour leur panorama et surtout leur patrimoine français, notamment au French Shore Interpretation Center de Conches, qui retrace l'épopée des Terre-Neuvas, comme on les appelait à l'époque. En redescendant 1h30 au sud-ouest, nous pouvons maintenant prendre le ferry depuis Sainte-Barbe pour nous rendre au Labrador. Le traversier traverse le détroit de Belle-Île jusqu'à Blanc-Sablon, au Québec, en 1h30. J'ai bien dit Québec, car le Labrador est limitrophe avec cette province et que le traversier arrive côté Québec. Néanmoins, nous prenons immédiatement à l'est en sortant du traversier et nous continuons ensemble le voyage à Labrador. À cet endroit, il faut penser à passer à l'heure de l'Atlantique, donc 30 minutes de différence avec Terre-Neuve. Le Labrador est la dernière région touristique qu'il nous reste à voir aujourd'hui. Il représente plus de 70% du territoire de la province, mais compte à peine 5% de sa population. Découvrir le Labrador est une aventure unique, presque un défi à la conquête d'un des derniers endroits sauvages et préservés sur Terre. Depuis près de 9000 ans, Inuits et Inuits ont développé un lien étroit avec un environnement qui est exigeant mais juste grandiose. C'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, été comme hiver, c'est une terre pour les aventuriers. Maintenant que nous sommes au Labrador, nous allons passer par Red Bay, puis Happy Valley Goose Bay, avant d'arriver au mont Tandgat. À 1 heure à l'est de Blanc-Sablon, je vous recommande un arrêt à Red Bay. Le lieu historique national de Red Bay abritait l'un des plus anciens complexes industriels du Nouveau Monde. Ici, les archéologues ont découvert plusieurs épaves de galions datant des années 1550-1600. Une époque où on chassait activement les baleines boréales et franches pour approvisionner l'Europe en huile. Cette huile servait d'ailleurs pour les lampes et la fabrication du savon. Le centre d'interprétation de l'île Saddle explique bien la vie et le travail des baleiniers, artefacts et autres vestiges à l'appui. Ce site est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
À Red Bay, vous pourriez vous attarder sur d'autres superbes petites villes et villages côtiers. Mais les aventuriers qui se mettent en tête d'explorer le Labrador ont un objectif en tête, c'est les Montorngat. Alors voyons ensemble comment s'y rendre. Il faut transiter par une ville au centre du Labrador qui s'appelle Happy Valley Goose Bay. Elle est située à 9h20 de route de Red Bay, donc le plus simple, c'est d'y aller en avion et le code de l'aéroport est YYR. Et puis, quand vous êtes arrivé à Happy Valley Goose Bay, soit vous prenez une correspondance, donc code YYR jusqu'à Nain, donc code YDP en 1h20 avec PAL Airlines, soit vous embarquez sur le traversier MV Kamutik W qui relie Nain en 3 jours. Attention cependant, l'horaire des traversées n'est pas garanti et elle est souvent sujet à des changements. Il faut donc s'assurer d'avoir du temps devant soi et aussi faire preuve de flexibilité avant de se lancer dans ce type de voyage. À ce stade, l'auto ne vous est plus utile car on entre dans un monde sans route. Depuis Happy Valley Goose Bay, le navire s'arrête dans tous les villages côtiers du Labrador jusqu'à Nain, qui est la communauté la plus au nord. Ces villages du nord forment la région autonome du Nunatiavut. Vous pouvez découvrir leur culture au nouveau Iluswa Cultural Center, dessiné par l'architecte ternevien Todd Sanders. Ce nouveau centre culturel moderne constitue une œuvre d'art architecturale tout en perpétuant l'histoire, les traditions et la culture du peuple inuit du Labrador aux traditions aussi millénaires. Depuis Nain, vous êtes à 200 km au sud de Saglag Bay, qui sert de camp de base du parc national des Montorngat. La seule option pour s'y rendre est un vol de 45 minutes. Nous voici enfin arrivés à l'extrémité nord du Labrador, au parc national des Montorngat. C'est un endroit mythique avec une immense étendue sauvage subarctique faite de montagnes magistrales, de fjords baignés d'eau claire, de l'Arctique et aussi de toundra en terre inuite. C'est une région vierge pour ceux qui l'aiment et qui aiment surtout les expéditions en milieu sauvage éloigné. On y observe des ours polaires, des caribous, les aurores boréales et aussi les icebergs. On peut y faire randonnée, escalade ou encore canoë dans un paysage juste surréaliste. Une excellente préparation est néanmoins nécessaire pour ce type d'expédition, mais c'est vraiment le voyage d'une vie. Notre tour est maintenant terminé. J'espère que cette province vous a fait rêver. Terre-Neuve et Labrador se prêtent bien à une entrée à St. John's, code YYT, la capitale provinciale, et aussi une sortie à Deer Lake, code YDF. C'est donc ce que nous avons fait en découvrant d'abord la péninsule d'Avalon avec notamment le parc Witless Bay Ecological Reserve et l'ancienne capitale française Placentia. Puis, nous sommes remontés côté nord de l'île de Terre-Neuve pour découvrir la péninsule de Bonavista. Ensuite, nous avons fait le parc national de Terranova à Toolingate avec son allée des icebergs et l'île Fogo toute proche. Enfin, nous avons vu l'histoire des Basques côté ouest et même des Vikings à Lance aux Meadows. Et pour finir, vos clients pourraient terminer en beauté au parc national Gros Morne. La partie continentale au Labrador est vraiment réservée aux clients les plus aventureux. Alors, pour résumer, pourquoi venir à Terre-Neuve et Labrador? Terre-Neuve et Labrador présentent une histoire attachante, des autochtones aux pêcheurs locaux en passant par les baleiniers basques et les vikings d'autrefois. C'est aussi la province où vous pourrez découvrir des réserves naturelles et des parcs nationaux juste extraordinaires, à n'en plus finir, comme par exemple Witless Bay, Terranova, Gros Morne ou encore les Montorngat. D'ailleurs, ces lieux sont l'habitat d'une faune spectaculaire comme les orignaux, les baleines et les oiseaux marins. Petit clin d'œil aux macaremoines de l'Atlantique qui sont l'emblème de la province. Alors, vous venez bientôt à Terre-Neuve et Labrador? Dites-nous et surtout rappelez-nous et rappelez-vous que nous sommes là, moi et mon équipe, pour vous aider.
Je reste à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel, donc qui est vpissard@tourisme-synergique.com. Pour en savoir plus, visitez les sites officiels de l'Office de tourisme national avec explorecanada.fr et l'Office de tourisme provincial avec exploretnl.ca ou encore newfoundlandlabrador.com. Pour terminer maintenant, je vous laisse avec la magnifique vidéo de la province de Terre-Neuve et Labrador. Et je vous souhaite une belle journée et à tantôt au Canada. There's off the beaten path. And then there's this place, Newfoundland and Labrador.